Je vous propose maintenant de passer au dernier topo de cette session sur la place de l'assistance circulatoire, et c'est donc Bertrand Rozek de Nantes qui va nous parler de ce sujet. Peut-être, oui. Bonjour mesdames, messieurs. Madame, messieurs les modérateurs, je vous remercie de m'avoir proposé cette présentation. Alors, pour tout de suite clarifier les choses, je suis réanimateur en chirurgie cardiaque. Donc j'ai un conflit d'intérêt, on va dire, avec cette présentation avant même de commencer. Parce que si je suis assez à l'aise devant une ECMO dans le contexte d'un arrêt cardio-circulatoire, ça me pose beaucoup plus de problèmes, à la fois techniques, éthiques, de mise en place, Vous allez voir que pour mettre en place éventuellement une UMAC dans ce contexte-là, c'est quand même assez complexe, ne serait-ce que par le nombre d'intervenants qui vont être impliqués, et on en reparlera au fur et à mesure. J'ai d'autres conflits d'intérêts. Et pour faire ce topo, je me suis basé effectivement sur des recommandations récentes, à la fois américaines et européennes. Et vous savez tout ça. On va, au cours du topo, vous verrez, je ferai toujours le distinguo entre l'extra-hospitalier et l'intra-hospitalier pour cette indication d'ECMO. Alors, hors de l'hôpital, les arrêts cardiaques, un taux de survie de 10%, à l'intérieur de l'hôpital, 25%. Et tout de suite, je fais aussi un petit aparté. Intra-hospitalier, je vais prendre mon exemple particulier. À Nantes, il y a quand même un nombre assez important d'établissements au sein du CHU. Donc certes, c'est de l'intra-hospitalier, mais il y a une petite rivière à traverser, il y a la Loire, il y a des distances, etc. Et il n'y a pas forcément des centres d'assistance circulatoire. À l'hôpital psychiatrique, par exemple, il n'y a pas ça. Donc ça peut être un peu compliqué. Donc en intra-hospitalier, taux de survie 25%. Ce qui est plus important, également, on l'a dit à plusieurs reprises au cours des différents topos précédents, c'est la survie avec un bon pronostic neurologique. Et là, vous voyez, il y a quand même une baisse assez importante de ce pronostic neurologique. Alors, c'est pareil, je suis quand même anesthésiste-réanimateur à la base, donc l'intra-hospitalier, on va en parler un petit peu dans notre spécialité. En réanimation, il y a un certain nombre d'arrêts cardiaques qui surviennent également, environ 2%. Les origines sont souvent, vous voyez, assez simples, hypoxiques, métaboliques, l'hypovolémie. Et la survie à 6 mois de ces arrêts cardiaques survenus en réanimation est de 18%, avec un bon pronostic neurologique de 17%. Bon. On est dans la réanimation, on passe du côté du bloc opératoire, c'est beaucoup plus rare. Et on va dire que finalement, on est dans de pas si mauvaises conditions que ça. Quand on est intubé, ventilé sous anesthésie générale, je pense qu'il y a un contexte, un environnement qui fait qu'on est relativement protégé. Il y a une mortalité qui est inférieure à 50% dans ce contexte-là. Mais vous vous doutez quand même, heureusement, l'arrêt cardiaque au bloc opératoire, c'est une circonstance rare, mais qui convient néanmoins de connaître. Quand on reprend les recommandations sur les algorithmes qui sont donnés notamment par l'ERC concernant sur l'arrêt cardiaque, il y a une petite case à un moment donné qui concerne la coronarographie et l'ECMO. Alors pour les plus jeunes, vous verrez, le CLS, l'ECMO, le CPR, en fait tout ça c'est la même chose, et dans mon propos je vous parlerai d'ECMO par la suite. Et quand on regarde les 5 messages importants à retenir dans les thérapeutiques spécialisées, vous voyez que l'ECMO, elle est plutôt tout en bas, tout à la fin, quand il faut envisager d'en mettre une en place. Et effectivement, c'est séduisant de se dire que quand on a un cœur arrêté ou qu'on veut améliorer la chance de récupération d'une activité cardiaque spontanée, finalement, on a des machines qui sont assez transportables, portables maintenant, pour pouvoir faire une assistance cardiopulmonaire mécanique et donc augmenter la survie de nos patients. C'est assez évident. Les recommandations internationales, qu'elles soient américaines ou européennes, sont quand même relativement limitent un petit peu ces utilisations, en disant qu'il n'y a pas beaucoup de preuves sur l'intérêt de mettre en place une ECMO pour un patient qui a un arrêt cardiaque, et qu'il faut certainement sélectionner de façon assez précise les patients. Les Européens sont un peu plus précis. Il faut qu'il y ait un no-flow quasiment nul, un low flow de moins de 60 minutes. Plutôt réserver ça à des patients jeunes qui n'ont pas de comorbidité trop importante.
et il faut suspecter une cause traitable de l'arrêt cardiaque avec une possibilité de récupération derrière. Donc ça fait quand même beaucoup de choses. On vient de parler juste avant du monitorage, de la circulation, de la partie des amines, de la ventilation. Et à un moment donné, il faut avoir dans sa tête ECMO, pas ECMO, et tout ça dans un temps assez record. Je dois reconnaître que c'est des circonstances qui ne sont pas faciles, notamment en extra-hospitalier. Et puis en plus, il vous faut un environnement médical assez fourni. Alors dans ce travail, ce qui était assez intéressant, c'était de voir le nombre de patients inclus dans ces ECMO pour arrêt cardiaque. Vous voyez qu'il y a une forte proportion d'ECMO dans l'arrêt cardiaque du côté de la Corée et du Japon. C'est pour ça qu'on les retrouve souvent dans les études. Après, on va dire que l'Allemagne et les États-Unis sont plutôt pas mal, la France aussi. Et vous voyez que dans le reste du monde, c'est quand même beaucoup plus rare. Alors, l'idée également qui sous-tend d'un point de vue physiopathologique l'intérêt d'une circulation extracorporelle, parce qu'en fait c'est ça qu'on va amener au patient, c'est de se dire que si on masse de façon prolongée un patient, effectivement ça veut dire qu'il a une mauvaise circulation de l'ensemble de ses organes avec des lésions d'ischémie. On sait que l'ischémie c'est pas très bon, mais on a parlé régulièrement des risques de la reperfusion derrière. Vous avez aussi également entendu parler juste sur le topo d'avant du risque de l'hyperoxie qui est responsable, notamment la reperfusion, l'hyperoxie, de la formation d'espèces radicalaires de l'oxygène avec toutes les lésions qu'elles peuvent entraîner. Donc il y a l'ischémie qui entraîne des lésions, la reperfusion qui entraîne des lésions. Par expérience, je peux vous dire qu'une CEC où vous mettez trop d'oxygène, ça entraîne des lésions. Effectivement, il faut se méfier quand vous êtes à 300, 350, 400 de PO2. C'est pas forcément très physiologique. Je vous rappelle aussi que nos amis cardiologues qui avaient tendance, dès qu'un patient avait un infarctus du myocarde, ils mettent de l'oxygène. Maintenant, ils ne mettent plus que de l'oxygène à ceux qui sont hypoxiques, c'est-à-dire qui ont une SAT inférieure à 92-93%. Ceux qui ont une SAT normale, ils ne leur mettent pas de l'oxygène. Pourquoi ? Parce qu'il y a plus de mortalité chez les infarctus à qui on mettait systématiquement de l'oxygène que à ceux qu'on sélectionnait vraiment le besoin en oxygène. Et donc, notamment, on a parlé du retour à une activité cardiaque spontanée qui est importante, mais ce qu'on vise, c'est le pronostic neurologique. Et très souvent dans les études, vous verrez, donc on utilise le score modifié de Rankin, mais on utilise également le CPC, les catégories de performance cérébrale, qui est un score, on va dire, un peu plus réanimatoire. Alors je parle. Est-ce que j'ai des preuves scientifiques à vous montrer ? Vous voyez, dans cette revue un petit peu exhaustive, vous avez beaucoup de séries observationnelles, c'est-à-dire des gens qui se lancent sur l'ECMO pour l'arrêt cardiaque. Et finalement, c'est assez simple pour les études randomisées. Il y en a une et une deuxième qui a été publiée après cette revue de la littérature. Donc en gros, j'ai 2 études à vous présenter randomisées sur le sujet. Les autres sont des séries observationnelles qui ont un intérêt néanmoins. Sur l'intra-hospitalier, on sait que l'intra-hospitalier, c'est un peu mieux que l'extra-hospitalier, certainement. La survie, en plus, elle est multipliée dans une série, notamment. Elle est multipliée par 2 si en intra-hospitalier, vous avez en plus la possibilité d'avoir une ECMO. Quand on regarde l'intra-hospitalier ECMO, voilà les études que je peux vous proposer, c'est-à-dire pas grand-chose. Et ce que je vous ferai remarquer, c'est que notamment, on a une survie qu'on peut amener à 20% quand on a une ECMO, et que globalement, sur l'ensemble des études, on multiplie par 2, effectivement, le nombre de patients qui survivent dans des conditions neurologiques à peu près correctes. Vous voyez ici la catégorie CPC 1 ou 2, ce qui est quand même important. Ce qui est important également, c'est l'étiologie de l'arrêt cardiaque. Et vous voyez, dans une des séries que je vous ai présentées, une des étiologies principales, là je me sens plus à l'aise, c'est le post-cardiotomie. Effectivement, vous êtes en chirurgie cardiaque, vous avez été opéré, vous faites un arrêt cardiaque. C'est assez facile, on a des amis pour avoir une ECMO rapidement. Et effectivement, là, on peut avoir un bon pronostic. L'étiologie la plus fréquente étant également le syndrome coronarien aigu. Il y a d'autres étiologies. Donc, l'étiologie compte. Et également la durée de ce low flow. Vous voyez que, en gros, à 60 minutes, ce qui fait partie des recommandations, vous voyez, la probabilité de survie, elle est inférieure à 1/3 chez ces patients-là. Donc, la durée de low flow est quand même fondamentale. Pour l'extra-hospitalier, vous voyez, je suis pas très encombré par les études non plus. On va insister surtout sur celle de Yiannopoulos là, et l'étude Prague qui est située ici. Alors, Yiannopoulos, c'est Minneapolis, effectivement. Vous verrez souvent c'est une ville importante dans cette prise en charge. Et ce qu'il proposait comme protocole, c'est j'ai un arrêt cardiaque, je préviens le régulateur
Et en même temps que le patient était embarqué sous massage dans une ambulance, l'équipe d'ECMO partait sur un centre commun de cannulation et ensuite direction l'hémodynamique et le centre de référence donc de Minneapolis. Alors sur place, il fallait quand même que l'arrêt cardiaque soit d'origine cardiaque présumée, ce qu'on a dit tout à l'heure, par les traumatiques, etc. Il fallait qu'il y ait un trouble du rythme ventriculaire comme rythme initial, il fallait être plutôt jeune, il fallait avoir reçu 3 chocs électriques externes, un peu d'amiodarone, sans reprise d'activité cardiaque spontanée, mettre en place des planches à masser automatisées, avoir un temps estimé de transport inférieur à 30 minutes. Et également un point important, il se limitait sur la posologie d'adrénaline à administrer, et vous verrez que c'est un élément assez important, visiblement, c'est vrai qu'il vaut mieux rester à inférieur à 5 mg d'adrénaline. Et à l'admission, ma foi, si le patient avait un ETCO2 inférieur à 10, une PaO2 inférieure à 50 mm de mercure ou une SAT inférieure à 85 et un lactate supérieur à 18, il ne posait pas l'ECMO chez ces patients-là. Vous voyez le nombre de patients inclus, 14 et 15, avec une différence de survie qui est quand même assez remarquable, de 6 fois plus chez ceux qui ont de l'ECMO que chez ceux qui ont eu une RCP standard. Vous voyez le temps entre l'appel du 911 donc, aux États-Unis et le début de l'ECMO, 60 minutes. Donc on est dans cette fameuse golden hour qui reviendra très régulièrement pour l'ECMO par la suite. Petit souci, voyez-vous, là vous avez tous les points, c'est tous les patients, les 3 flèches et les 3 centres où vous pouviez poser les canules d'ECMO, il faut être dans un rayon relativement proche. Donc il y a quand même un problème important de distance et de respect de cette distance-là. Je vous rappelle également qu'une planche à masser, enfin sauf si je me trompe, je me retourne vers les urgentistes, dans un hélicoptère, ça ne fonctionne pas vraiment, ou il faut alors un hélicoptère, je ne sais pas, de l'armée peut-être, un truc assez gros, mais les hélicoptères standards du SMUR, c'est pas possible dans toutes les circonstances de mettre cette planche à masser. L'autre étude, c'est l'étude Prague, avec un algorithme un peu complexe, que je ne vais pas vous détailler, si ce n'est qu'au bout de 5 minutes de réanimation standard, on se posait la question éventuellement de randomiser le patient dans l'étude pour ECMO versus pas d'ECMO. Alors, ECMO, c'est hyper invasif, pas d'ECMO, c'est standard. Et à l'admission, donc, il ramenait le patient sous planche à masser également, direction l'hôpital, et on posait ou pas l'ECMO. Alors, vous voyez les causes d'arrêt cardiaque dans cette série, encore le syndrome coronarien largement au-dessus. Un point important, il y avait quand même 10% d'embolie pulmonaire. Ça, c'est clairement une étiologie qui peut être intéressante également pour l'ECMO par la suite. Et vous voyez les causes de mortalité à distance. Effectivement, dans le bras standard, c'était l'arrêt réfractaire, tandis que, on va dire que dans les ECMO, effectivement, on avait un nombre de syndromes de défaillance multiviscérale important derrière, c'est-à-dire qu'une fois que l'ECMO était parti, vous vous rendiez compte que les lactates continuaient à monter, que vous aviez une défaillance multiviscérale, ce qui est assez catastrophique en général. Alors, l'endpoint principal, c'était la survie dans bonnes conditions neurologiques à 6 mois, 180 jours. Et alors, vous noterez, on note une tendance, malheureusement, à l'ENS, pour un nombre de patients assez limité. À 30 jours, on avait un signal un peu plus intéressant pour l'ECMO, en faveur de l'ECMO, ce qui est moins vrai par la suite, et pas de différence significative sur la récupération cardiaque. Le fait de mettre une ECMO ne permettait pas une meilleure récupération cardiaque chez ces patients. Alors une étude de Yiannopoulos qui était assez intéressant, il comparait, donc c'est toujours Minneapolis, leur série de patients qui avaient eu une ECMO, donc ça c'est du rétrospectif, c'était avant l'étude randomisée que je vous ai présentée, et il comparait alors à l'étude qui comparait l'amiodarone, la lidocaïne versus un placebo chez un patient qui avait un trouble du rythme choquable. Et ce qui est important de noter, c'est que même chez ceux donc, on avait l'impression d'une récupération neurologique nettement favorable à ceux qui avaient une ECMO, mais vous voyez quand même, au-delà de la 60e minute, il n'y avait plus franchement d'amélioration chez les patients quant au pronostic neurologique. On en a parlé rapidement, ça c'est vrai que pour nous ça a été quand même assez révolutionnaire de prendre en compte, moi je ne sais pas vous, mais d'habitude les GASP on me disait plutôt mauvais pronostic. Et puis il a fallu revoir ce paradigme parce qu'en fait le GASP c'est finalement la représentation d'une activité, ce qu'on nous a montré tout à l'heure, de l'activité du tronc cérébral.
Donc, quand on dit tronc cérébral, il y a peut-être de l'espoir qu'autre chose aussi se passe au-dessus. Donc, effectivement, la présence de GASP, c'est plutôt favorable. Et donc, là, dans cette série-là, effectivement, qu'on vous a déjà montré, le fait d'avoir la présence de GASP, même en cas d'asystolie, c'était un peu le meilleur pronostic. Et donc, ça rentre en ligne de compte, potentiellement, dans nos algorithmes également. Et lorsqu'on prend l'ensemble des études, etc., et qu'on se dit quels sont les facteurs de bon pronostic pour un patient en arrêt cardiaque qui est sous ECMO, l'élément le plus favorable, finalement, c'est le temps. Encore cette fameuse golden hour, il faut aller très très vite. Et là s'opposent aussi deux conceptions. Là, je ne vous apprends rien, surtout les urgentistes, vous savez mieux ça que moi, entre d'un côté le stand play, c'est-à-dire je mets l'ECMO sur place. Et c'est vrai qu'on a tendance à dire, quand on compare Minneapolis et Prague, là, les deux transporter les patients sous planche à masser, etc., il y a quand même quelques études qui semblent dire que la réanimation sous planche à masser, je parle sous contrôle des urgentistes, mais quand vous transportez un patient sous planche à masser, c'est moins bien que si vous le laissez sur place sous planche à masser, c'est moins efficace. C'est ce que ça semblerait indiquer. Et donc, l'autre technique est le load and go. Je prends le patient, je vais dans un centre où on va pouvoir mettre une ECMO avec les problèmes de temps, de timing. Alors les techniques de pose d'ECMO, je passe rapidement. Le percutané, c'est élégant, c'est beau, mais il faut avoir une écho, faut être sûr d'avoir posé. Ça a beau être des abords fémoraux, vous vous rendez compte régulièrement qu'il y a des gags, les deux canules dans l'artère, les deux canules dans la veine, même quand vous êtes en intra-hospitalier, même au calme, etc. Ça peut vite être compliqué chez un patient qu'on masse qui est en arrêt, parce que du coup, même le Doppler ne va pas vous guider des masses. Et c'est vrai que l'échographie pour les abords vasculaires nous a quand même montré que nos repères anatomiques étaient quand même régulièrement mis à défaut. Et du coup, d'où l'intérêt d'un abord, on va dire, direct, c'est-à-dire qu'on expose un minimum l'incision, on voit le vaisseau. Alors on ne pique pas directement dedans, c'est-à-dire qu'on va piquer à travers la peau et on va repliquer le vaisseau. Tout ça sous planche à masser, dans un contexte d'arrêt cardiaque, dans le salon de la victime, ça ne doit pas être évident quand même, je vous le dis clairement. Les complications, effectivement, la réanimation avec la planche à masser, effectivement, c'est assez tonique, assez agressif, avec des risques de lésions à la fois du patient et des différents systèmes dont il dispose. L'ECMO, les complications, là, je suis nettement plus à l'aise. L'ECMO, ça peut vite se terminer en bain de sang. Il y a un risque hémorragique quand même qui est assez important. Il y a des risques d'infection, surtout quand c'est posé dans des conditions difficiles par définition. Et on en a parlé pas mal également. Bon, l'overdistension, c'est-à-dire si vous avez récupéré une activité cardiaque spontanée et que vous réinjectez par voie fémorale, à l'évidence, il y a des conflits de flux qui se créent avec un risque de dilatation du ventricule gauche. Mais ça, on est plus dans la prise en charge de l'ECMO où il va falloir mettre une décharge, etc. Ça, c'est plus ce que je connais habituellement. Mais là, on n'est pas du tout dans ce contexte-là. Par contre, l'hyperoxie, on vous a dit que c'est pas bon, mais les modifications également de capnie que vous allez entraîner, enfin de PA au CO2 que vous allez entraîner à votre patient, avec notamment les variations, vous savez, de vasodilatation, vasoconstriction au niveau cérébral, on sait que c'est à haut risque. Donc il faut vraiment également savoir régler son ECMO pour pas être en hyperoxie, pour pas créer des mouvements hypocapniques trop importants avec le balayage. Donc en gros, il faut connaître également une machine supplémentaire. Et donc, je reviens encore sur cette notion de golden hour, c'est-à-dire que pendant que vous prenez les premières constantes de votre patient, et une petite parenthèse, les lactates, je ne suis pas un grand sportif, je ne suis pas marathonien, mais j'ai appris que les lactates, on peut les mesurer avec des bandelettes comme le glycométeur, comme la glycémie. Je ne sais pas s'il y a des études qui se sont intéressées à la mesure du lactate. Alors là, c'est du lactate capillaire. Là, on ne parle même pas du lactate forcément artériel. On peut peut-être avoir du veineux, mais ça serait peut-être intéressant d'avoir les taux de lactate chez ces patients-là. Le CO2, on vient de vous dire que c'était particulièrement intéressant, notamment dans le contexte de l'ECMO. Pendant que vous faites votre réanimation, vous vous rendez compte que vous ne récupérez pas une activité cardiaque spontanée. Il faut se poser la question de l'ECMO. Donc, tout ça dans un délai d'1 heure, avec tout ce que vous faites par ailleurs, c'est, à mon avis, extrêmement complexe. Alors, les expériences françaises, Monsieur Lameau, je ne peux pas le contourner, qui a mis en place la mise en place justement d'ECMO en extra-hospitalier. Et vous voyez ici qu'il compare notamment deux périodes avec et sans protocole, intra-extra-hospitalier, les différences de récupération, de survie. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est ici, sur cette partie de la diapo, vous voyez que la survie, en fait, elle va augmenter avec et la sélection et la mise en place d'un protocole. Vous allez dire, c'est QFD, justement, ça a été démontré, et ça peut donc être potentiellement intéressant. Il faut mettre en place des protocoles.
Les recommandations de l'ELSO, vous savez, l'ELSO, c'est un peu c'est la grande organisation de l'assistance circulatoire dans le monde. C'est un club un peu fermé quand même. Pour participer, il faut payer. Mais en gros, vous recueillez toutes les données de toutes les assistances circulatoires et les ECMO, qu'elles soient véno-veineuses, dans toutes les circonstances. D'ailleurs, c'est le problème, c'est que ça mélange un petit peu tout des fois. Mais néanmoins, les recommandations de cette société sont les suivantes. Si vous avez un patient trop âgé, il ne faut sans doute pas lui mettre. Le problème du témoin, alors là, moi je vous parle d'expérience, c'est vrai que régulièrement, on nous dit « Ah non, non, il est tombé devant moi, tout de suite j'ai vu ». Et en fait, quand vous recreusez, quand vous reprenez les familles, c'est pas 5 minutes qu'il a mis avant d'être réanimé, avant même d'être revu, entre le moment où il avait fait sa chute, son malaise, et puis le moment où il a été pris en charge. Souvent, c'est beaucoup plus long, mais j'imagine les difficultés d'obtenir des renseignements précis à ce moment-là. Ensuite, il faut avoir une récupération, enfin une prise en charge de la réanimation, notamment circulatoire, on vous l'a dit tout à l'heure, rapide. Avoir un rythme choquable, c'est toujours mieux. Un low flow inférieur à 60 minutes, ce qui n'est pas toujours évident. Un CO2 expiré supérieur à 10 mm de mercure. Il faut avoir parfois une récupération d'une activité cardiaque intermittente, ça peut être pas mal également. Des signes de vie, d'où l'importance des GASP également dans ce contexte-là. Et puis, ne pas avoir de comorbidité trop importante, ça paraît à peu près évident. Et donc, fort de tout ça, nous, à Nantes, on s'est dit, il va peut-être falloir qu'on se mette d'accord. Les ECMO à Nantes sont mis plutôt en réanimation chirurgicale cardiaque. Les ECMO véno-artérielles notamment, les véno-veineuses sont mises dans l'ensemble des réanimations du CHU. Et lorsqu'on est dans le cadre d'un arrêt cardiaque extra-hospitalier, nos collègues du SAMU nous appellent. Et voici, nous, notre algorithme décisionnel auquel on ne déroge pas. S'il y a un seul nom sur ce premier cadre-là, on refuse de faire... Enfin, on déconseille la pose d'ECMO. En général, elle se fera chez nous de toute façon, donc on est obligé de ramener le patient. Et donc, le délai entre l'arrêt cardiaque et l'arrivée en salle de choro, vous voyez, on a été drastique, c'est inférieur à 50 minutes. Si c'est au-delà, on refuse de prendre le patient. Je mets à part les étiologies assez favorables que sont les hypothermies. Petite histoire de chasse perso. Moi, vous savez, on est d'un pays où il y a pas mal de marais. La Brière, vous connaissez, les chasseurs de Brière aussi, mais il y a aussi des pêcheurs en Brière qui sont sympas, parce qu'ils ont récupéré un petit matin une dame qui avait tenté de se suicider dans un des étangs. Ils l'ont massée le temps que tout le monde arrive. C'était un matin, il y avait une salle de chirurgie cardiaque qui fonctionnait, qui était ouverte, qui était prête. On lui a posé l'ECMO, elle a récupéré. 48 heures après, elle était devant le psy pour lui expliquer pourquoi elle avait fait ce geste-là. Là, c'est formidable, mais ce n'est pas toujours ce cas-là. Et effectivement, donc les causes, on va dire toxiques, les hypothermies, c'est plutôt favorable et on revoit à ce moment-là cet algorithme-là, mais pas toujours. Et après, si c'est oui pour tout, on admet du coup la pose d'ECMO. Et vous voyez, là, il faut appeler du monde. Alors là, il faut faire appel à la technologie. Vive Internet et les applications. Nous, les chirurgiens cardiaques et le bloc, et même les cardiologues, les hémodynamiciens ne sont pas sur place. Ils sont d'astreinte chez eux. Donc heureusement, on a une petite application, parce qu'il faut appeler, en plus, il faut appeler 50 personnes, donc c'est assez impressionnant. On appuie sur le bouton, alerte rouge, et on doit juste mettre où il est. Soit au bloc, soit en salle de choro. De temps en temps, on les met au bloc parce que ça peut aller encore plus vite au bloc opératoire. Et à ce moment-là, tout le monde se dirige vers cette salle et ça permet de ne pas perdre de temps. Le réanimateur sur place pose les désilets le temps que tout le monde finisse par arriver, etc. C'est assez commode. Et au moment où le patient arrive, de nouveau contrôle, si le TCO2 est inférieur à 10 ou si on a vraiment dépassé les 60 minutes pour le transfert, parce que ça aussi c'est un peu imprévisible, on ne pose pas l'ECMO chez ces patients-là. Pour l'intra-hospitalier, vous voyez, on a un petit peu adapté, on est un peu plus rapide, 45 minutes, c'est ce qu'on estime. Et effectivement, chez les rythmes non choquables, mais pour lesquels on a au moins un des signes que je vous présente ici de vie, on pose éventuellement l'ECMO, mais avant la 10e minute. Vous voyez, il faut qu'on soit vraiment très rapide. Alors, à quel prix l'ECMO ? Bon, les prix de l'ECMO, on est capable de l'estimer. Après, l'intérêt médico-économique, je ne parle pas de l'intérêt humain, hein, bien sûr, mais l'intérêt économique, vous savez, on peut évaluer le gain de vie ajusté à la qualité de vie. Dans ce contexte-là, 56 000 $ versus 126 000 $ par patient, c'est juste des données médico-éco. Ne voyez aucune notion éthique ni de morale là-dedans. Donc, une fois que votre patient a été récupéré, qu'il a eu son ECMO, etc., qu'est-ce qu'il va devenir ? Comme les autres patients d'arrêt cardiaque, soit il récupère un état neurologique satisfaisant. Si son arrêt cardiaque, comme c'est souvent le cas, est d'origine cardiaque, il peut des fois aller vers une assistance plus lourde, voire vers même une transplantation. Et
dans un certain nombre de cas, je passe rapidement sur cette diapo qui reprend exactement la même chose, dans un certain nombre de cas, on se retrouve vers l'absence de récupération ou un très mauvais pronostic. Et donc la question se pose aussi chez ces patients qui sont donc sous ECMO, qui ont fait un arrêt cardiaque, est-ce qu'ils peuvent être donneurs d'organes? Écoutez, oui, vous voyez, sur cette série de 24 patients, il y avait 4 patients qui étaient parmi les non-survivants, qui étaient des donneurs potentiels. 2 ont pu être prélevés sur les 4 parce qu'ils l'avaient accepté. Et cette revue espagnole, effectivement, estime qu'on peut potentiellement, chez ces patients sous ECMO et qui ont fait un arrêt cardiaque, 20% pour être potentiellement des donneurs, mais ça pose d'autres problématiques. Et en l'occurrence, moi, ça me fait un gros conflit d'intérêts parce que je suis un peu également impliqué dans la transplantation de certains patients. Alors, il y a des études à venir, randomisées, contrôlées sur l'intérêt de l'ECMO sur l'arrêt cardiaque. J'espère qu'elles nous donneront des réponses plus claires. Alors, le futur, c'est peut-être ça. Donc, voilà ce qu'ont les Américains pour aller mettre une ECMO sur un arrêt cardiaque. Bon, c'est carrément un laboratoire d'hémodynamique qui transporte sur place. Alors, il y a quand même le problème de la hauteur. C'est-à-dire que si l'arrêt cardiaque survient dans un gratte-ciel, vous avez beau avoir le camion au pied, il y a un délai d'arrivée qui est un peu long. Donc, la voiture, c'est un peu plus pratique. Celle que je vous montre là, ici, Audi A4 break, superbe voiture. Bref, c'est un mode de fonctionnement que j'ai vu en Allemagne, l'ECMO mobile. C'est Elborn, pour être précis. En gros, quand le SAMU partait sur un arrêt cardiaque, partait en même temps un ambulancier, un perfusionniste et un réanimateur avec une machine d'ECMO. Et pendant que le SAMU allait sur le site de l'arrêt cardiaque, il communiquait en permanence l'état du patient, etc. S'il y avait une contre-indication à poser l'ECMO mobile s'arrêtait, faisait demi-tour, rentrait à la maison et n'allait pas plus loin. Et dans un certain nombre de cas, notamment, il montrait à l'époque un beau résultat chez une jeune femme qui, en postpartum, avait fait une embolie pulmonaire et s'était arrêtée, là pour le coup, devant le pompier qu'elle avait appelé et qui avait eu une pause de... Il y avait des photos de la pause d'ECMO dans le salon. Sanglant quand même, hein. Il y en avait un peu partout, c'était assez impressionnant, mais elle s'en était tirée. Donc effectivement, le futur, c'est peut-être la mise en place d'unités mobiles d'assistance circulatoire, avec toutes les contraintes que ça implique. Là, je vous montre le matériel, mais l'ECMO mobile, là en Allemagne, la nuit, elle ne fonctionnait pas. Donc, ECMO et arrêt cardiaque, oui, mais avec des patients très sélectionnés, avec des protocoles. Souvenez-vous de la Golden Hour et il y a la fameuse perspective de mettre en place un certain nombre d'UMAC. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour ce topo. On a une question de Malek. Une question sur... est-ce que vous avez une expérience personnelle de l'utilisation de l'ECMO sur les embolies amniotiques? Non, j'ai envie de vous dire pas encore, mais ça va peut-être venir. Non, on n'en a pas. Non, j'ai pas cette expérience personnelle, mais c'est effectivement, ça fait partie. L'embolie, avant qu'on sache qu'elle soit amniotique, je pense qu'on se posera la question de toute façon, mais non, j'ai pas d'expérience personnelle spécifiquement. Merci. C'est ça le problème, c'est que c'est souvent des séries, c'est des case reports. Hein. Moi, je vais être franc avec vous. 2020, on a fait le bilan. 10 ECMO sur arrêt cardiaque, 2 en intra-hospitalier, 8 en extra-hospitalier, 1 survivant, l'extra-hospitalier. Bon. Il a bénéficié d'une pause assistance définitive et d'une transplantation. Donc le gars, il s'en est sorti. Bon, 10%, c'est pas terrible. C'est là qu'on s'est lancé dans tous ces protocoles pour améliorer les choses. Mais c'est assez dramatique. Hein. Et puis c'est très complexe. Ah, l'embolie pulmonaire. De toute façon, là, vous motivez beaucoup plus, notamment les chirurgiens cardiaques maintenant, sur l'embolie pulmonaire. Parce que là, pour le coup, pose d'ECMO, endarréectomie, etc., il y a, je dirais, il y a un intérêt majeur à mettre l'ECMO, même dans le contexte de fibrinolyse. Alors là, encore, c'est un sacré chantier hémorragique, ça c'est clair. Mais effectivement, oui, on est assez motivé, surtout quand ça peut concerner, je vous ai dit tout à l'heure, le péripartum ou des gens relativement jeunes. Oui, on est relativement motivé pour des poses ECMO dans ces circonstances-là, oui. Parce que c'est curable et on a des perspectives. Et je vais être franc avec vous aussi, le fait que ce soit une indication potentiellement chirurgicale, nous, comme l'ambiance ECMO est plutôt chirurgicale, quand c'est des arrêts cardiaques d'origine médicaux, on a parfois un peu plus de mal à motiver, même s'ils sont globalement impliqués, hein, c'est pas le problème, mais c'est plus difficile d'impliquer les chirurgiens. En pratique, vous les anticoagulez comment, les patients sous ECMO? On est tranquille en général avec les nouveaux circuits. Normalement, ils sont prévus pour être de longue durée et en général, on se donne un petit peu de temps. C'est-à-dire que je vous ai dit,
le contexte hémorragique, le saignement en particulier au niveau du scarpa, qui peut être ça peut paraître simple comme ça, un scarpa, mais en fait, surtout chez un patient obèse, ça peut vite être l'horreur est très très compliquée. Et globalement, on peut se donner 24 heures avec une ECMO qui tourne, etc. et se dire après, je vais peut-être mettre de l'anticoagulation. Je parle en dehors des indications formelles d'anticoagulation. Et encore, il faut faire la balance bénéfice-risque. Vous faites une écho, vous voyez qu'il y a un thrombus dans le VG. Oui, d'accord, mais ça saigne la rage d'un autre côté. Donc, à un moment donné, il faut faire le choix, quoi. Mais on peut laisser tourner l'ECMO sans mettre d'héparine tout de suite. Ça ne va pas coaguler tout de suite. La durée de vie de l'oxygénateur sera peut-être plus courte, mais c'est tout à fait envisageable. Et je ne vous ai pas dit non plus, l'ECMO mobile, accessoirement, on a parlé d'arrêt cardiaque chez l'enfant tout à l'heure. Évidemment, les poses d'ECMO en extra-hospitalier chez l'enfant, non, parce qu'il faut toutes les canules, toutes les tailles, tous les dispositifs, etc. Ça peut également être limitant pour certaines équipes. Une dernière question avant de clore la session. Bravo pour la mise en place du protocole, mais du coup, ça impose quand même aux collègues du préhospitalier de se décider vite s'ils veulent se mettre dans cette filière. Donc ça veut dire passer le coup de téléphone à 15-20 minutes. Et même pas. Faut, dans les 10 minutes quasiment, c'est ce qu'on voyait dans les séries. Combien ? Comment ? Vous en recevez combien du coup ? Parce que là, pour le coup... je vous ai dit, 2020, on a eu 8 arrêts extra-hospitaliers. Alors, c'est pareil. Là, c'est clairement ce que je vous ai dit, la mise en place. Donc, nous, les chirurgiens sont très impliqués, relativement impliqués. Les cardiologues aussi vont être impliqués. Nous aussi, entre guillemets, parce qu'on est, on va dire, régulateur secondaire après la régulation classique du SAMU. Et surtout, il y a des urgentistes, effectivement. Et donc, à la fois, il faut qu'ils soient au courant qu'on discute avec eux, que ce soit réalisable dans leur protocole. Vous avez vu la lourdeur. Enfin, moi, je révise les protocoles préhospitaliers de la prise en charge de l'arrêt cardiaque quand je viens à ce genre de session. Et c'est vrai que penser à 10 minutes, avec tout ce qu'ils ont à faire autrement, d'appeler, parce qu'il y a peut-être une indication d'ECMO, ça fait une charge de travail dans des conditions émotionnelles, j'imagine, absolument formidables. Mais oui, c'est dans les 10 minutes qu'ils doivent appeler pour nous dire est-ce qu'il y a indication, est-ce qu'il n'y a pas indication. Donc, d'où l'intérêt des conférences à 3, d'où l'intérêt de ces algorithmes qui sont quand même, à 3 heures du matin, c'est relativement simple, on regarde notre truc, il y a une case qui est cochée non, on arrête. Donc c'est assez simple, mais parfois faut être très 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 rapide, parce que les délais, c'est pareil. Le témoin, il vous dit ça fait moins de 5 minutes, en fait, quand vous prenez, ça faisait plutôt 10 minutes. Et puis les distances aussi, le parcours, le trajet, un imprévu, et puis vous prenez 20 minutes dans les dents, et là on ne peut plus mettre l'ECMO alors qu'on avait dit oui initialement. Donc c'est assez complexe. Sur 10 canulés dans l'année, il y a combien d'appels au départ ? Sur 10 canulés dans l'année, on a à peu près le double d'appels. À peu près le double. Bon, je vous propose donc de clore cette session. Merci beaucoup aux 4 orateurs de qualité. Bonne journée à tous et bonne fin de soirée.